donc je disais, on va continuer avec les formulaires. Oui. Donc, on avait déjà vu la grande balise forme dans laquelle on pouvait mettre un ensemble de inputs. Donc, la balise forme qui prend deux attributs fondamentaux, action et méthode. Donc, action prend comme valeur la page qui va recueillir le fichier qui va recevoir les données pour le traitement, et méthode, c'est la méthode d'envoi de données. Et maintenant, parlant des valeurs de l'attribut méthode plutôt, donc on a get et post. Donc get se retrouve très limité et insécurisé. Donc il y a problème de sécurité vu que les données sont transmises en clair via le navigateur. C'est bon, via l'URL de navigateur. Et maintenant, le nombre de caractères est limité dépendamment des navigateurs à 255 caractères. Par contre, quand on prend post, c'est plus sécurisé en ce sens que les données sont envoyées mais ne sont pas visibles. Donc, c'est dans la requête HTTP. C'est bon. Donc, là-bas, on va utiliser la méthode post de la requête HTTP pour l'envoi des données. Donc, c'est le protocole d'envoi des données. Okay. Maintenant, dans la balise forme, on a les balises input dont chacun est un type spécial. C'est-à-dire, quand on prend un input, soit c'est un test, on va saisir dans l'input, soit c'est une date, soit c'est une couleur, etc. Voilà. Donc, on avait déjà vu le type test où on a créé, je pense, on avait déjà créé, voilà, on avait déjà créé input type égale test, et je vais expliquer que le name, c'est le nom de l'input qui va nous permettre de recueillir le contenu de l'input une fois sur la page qu'on a donné comme valeur à l'attribut action. Donc, quand on sera dans le fichier, dans notre traitement.php, pour recueillir la donnée saisie par l'utilisateur pour le traitement, on va utiliser le nom du champ. Maintenant, pour le reste des attributs, il y a le color, le date time, number, range, URL, week. Si je mets par exemple date, on va voir ce que ça va donner. Okay. Vous voyez, quand j'ai mis le type date, ce que ça donne. Oui. Ah, ça me donne un calendrier où je peux maintenant choisir une date. Maintenant, si je mettais plutôt date time, là vous allez voir qu'il y aura la partie, qu'est-ce que j'ai écrit, date time, date time, bon, certainement que normalement, je devrais avoir la partie date et la partie heure, en mettant le date time en fait. Bon, je sais pas pourquoi ça ne marche pas, donc après je vais voir exactement ce qu'il en est. Maintenant, le email. Pour le email, bon, ça c'est pas obligatoire de mettre email.
Mais ça, c'est raison pour un certain premier contrôle pour être sûr que c'est un email. Sinon, vous mettez un champ tout court, on met email dedans. Et maintenant, le number and range, ça c'est les intervalles pour dire que vous allez choisir au maximum, au minimum des valeurs qui sont comprises dans cet intervalle. Donc URL, le 8, normalement tout ça, ça fonctionnait parfaitement ici. Il m'est arrivé parfois à des moments quand j'écris et j'essaie d'actualiser, ça ne vient pas. Donc, je suis obligé d'aller refermer et rouvrir pour que ça puisse marcher. Refermer et rouvrir pour En fait, que quand j'actualise dans le navigateur, il ne vient pas. Je suis obligé de le fermer dans le navigateur. J'enregistre à nouveau encore dans l'éditeur de test et j'ouvre à nouveau et il prend. Non, bon, votre cas là peut être expliqué du fait que certainement vous avez plutôt ouvert un autre fichier et vous êtes en train de mettre à jour un autre. Maintenant, dans ce que veut dire, j'ai ouvert par exemple deux pages d'éditeur test. Voilà. Et vous avez ouvert une page, vous êtes parti modifier une autre page. Vous venez chercher les modifications sur la page que vous n'avez pas modifiée. Là, ça va vous causer des problèmes. Okay. Dans mon cas précis, pour DateTime, ça doit être une question de mise à jour de ma part ou soit il y a des plugins que j'ai installés qui bloquent le fonctionnement du calendrier du calendrier pour son affichage. Donc après, je vais voir. Bon, pour les semaines, bon, ça marche. Donc, je vais essayer de regarder ça après de près pour voir c'est quoi le problème. En général, il y a plein de moteurs d'interface comme Angular et autres. Eux-mêmes, ils proposent leur façon simple et plus concise de manipuler ces données-là. Donc, ça, c'est la façon native de HTML de gérer ça. Donc, dans tout ça, ce qui est sur les éléments les plus utilisés, c'est le type test, toujours. Et maintenant, on va voir les autres, le password, le type password pour les mots de passe et autres. Donc, date, number and range, bon, tout ça, en fait, vous-même, vous pouvez faire des contrôles derrière pour être sûr que les données saisies par l'utilisateur là sont comprises dans un intervalle donné. Donc, ce ne sont pas des choses forcément qu'on va laisser au navigateur seulement de vérifier. Donc, quand l'utilisateur saisit les données, vous les récupérez et puis vous testez. Donc, quand on sera par exemple dans PHP, si on devrait faire peut-être JavaScript, on pouvait le faire dans l'interface directement, mais on ira faire ça directement avec le PHP. Donc, il n'y a pas le password, ça c'est le type pour dire que c'est un champ de mots de passe. Donc, pour au moins revenir à la ligne, pour ne pas tout mettre sur la même ligne. Donc, je vais mettre un BR. BR, ça veut dire break. Ça veut dire à la ligne, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qui permet de venir à la ligne. Si je dis password, voilà. Donc, en mettant le type password, là, quand quelqu'un vient, commence par saisir les données, tu vois que ce n'est pas visible et c'est plutôt point qui apparaît, exactement comme un champ de mots de passe. Donc, value, name égale pass, value, c'est la valeur par défaut. Donc, si par défaut, je mets value égale quelque chose, tu vas voir que quand quelqu'un vient sur la page, il aura quelque chose par défaut. Donc, ce que j'ai mis là se trouve par défaut dans le champ.
Maintenant, les checkbox. Voilà, les checkbox, ce sont des champs à choix multiples. Voilà, donc, où on peut cocher plusieurs éléments, bien plusieurs réponses. Genre, parfois, quand tu veux régler horloge, ça te met, si tu veux régler ça lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, oui. Et tu coches. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est très bien compris. Donc, on a le input checkbox. Donc, input checkbox. Voilà, donc on a checkbox, le name, le value, ça c'est. Donc, s'il te plaît, là, tout ça là, donc c'est dans la balise from, on doit l'écrire. Oui, à tout moment, partout où on doit l'écrire, c'est dans la balise from, on doit l'écrire. Forme, oui. Ok. Vous avez tout compris. Donc, ici, par exemple, je vais mettre. Une minute là, j'aimerais poser une question. Ouais. Et le header et le head là. Tu comprends? Oui, je comprends parfaitement. Le header et le head là. Oui. En fait, il y a un qui prime sur l'autre. Non, il y a qu'un qui prime sur un autre. Le premier. Disons, si j'écris par exemple le head par exemple, je peux mettre le head, je peux mettre le head après le header et ainsi de suite. Mettre le head après le header. Ouais. Non, non. Donc le header est toujours au-dessus du head, non bien? Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Je vais vous expliquer. Quand vous prenez une page HTML, oui, il y a une architecture globale qu'elle doit respecter. Du haut vers le bas, il y a le doctype. Et juste après le doctype, vous avez le HTML. HTML, oui. Maintenant, dans le HTML, vous avez deux grandes balises. Le head et le body. Voilà. Dans head, vous mettez, la plupart du temps, c'est des liens ou on peut dire simplement des informations de bon fonctionnement de votre plateforme. Des titres. Voilà. Les fichiers, les liens vers des fichiers externes. Oui. Voilà. Et maintenant, le header dont vous parlez, lui, il va se retrouver dans le body. Donc, en aucun cas, le head, lui, ne peut pas se retrouver dans le body. Donc, chacun a sa place. Ah, ok, ok. En fait, c'est en fait, je cherchais à connaître en fait, la position même du header. Le header, tout dans le header, le header, c'est dans le body, il se trouve. Voilà. Ok. Ouais, tout ce qu'on on est en train de voir maintenant, c'est dans le body. Dans le body. Ok, d'accord. C'est bon. Ah, ouais, je comprends. J'étais en train d'écrire un truc là où, en fait, j'alternais pour voir quoi. Donc, j'ai pris le header, j'ai pris le header, j'ai mis juste après le head, quoi. Entre le header, je l'ai mis entre le head et le body. En fait, bon, comme tu le dis, comme c'est pas un langage intelligent, il s'affiche, il donne tout ce que tu veux comme réponse, mais bon, mais c'est pas le bon truc, quoi. Ouais. HTML, c'est un langage de représentation, c'est tout. Oui. Donc, voilà ce que je viens d'écrire, donc avec des checkbox. Voilà ce que ça me présente, comme exactement vous l'avez demandé pour votre alarme. Ouais. Donc, vous cochez l'ensemble des champs ou bien l'ensemble des valeurs correspondant à votre configuration que vous êtes en train de faire. Maintenant, il y a l'attribut checked qui permet de cocher un champ par défaut. Donc, si ici, par exemple, je veux que quand quelqu'un vient, constater d'abord que quand j'actualise tous les champs, aucun n'est coché. Donc, maintenant, si je veux que quand quelqu'un vient sur la plateforme, au moins, je suis parti mettre ça dans, que au moins un champ soit coché
alors j'utilise checked égale checked. Donc, quand on va actualiser, il y a le lundi là qui est automatiquement coché. Voilà. C'est compris. Est-ce que dans le langage, est-ce que vous avez mentionné lundi comme étant coché par défaut? Oui, c'est ce que j'ai fait en mettant checked égale checked. Ça veut dire de cocher lundi par défaut. C'est ça, tu as mis name lundi ici. Non, ici, je dis ici. Checked égale checked là. Oui. Voilà. C'est ça qui permet de dire de cocher lundi par défaut. Oui. Maintenant, votre question, c'est name lundi là, vous disiez quoi? Oui, je viens de dire, au fait, donc si tu avais mis le check égale check là dans input type du côté mardi, ça allait cocher mardi par défaut, n'est-ce pas? Ouais. Si on met ça, ok, au fait, ça, voilà. Le check égale à check là, au fait, ça coche au fait la balise dans laquelle tu le mets par défaut. Voilà, très bien. Très bien compris. Maintenant, les champs radio, c'est-à-dire les zones d'options vous permettant de faire un choix parmi une liste de possibilités. Là, c'est que c'est un seul choix à la fois. Vous ne pouvez pas choisir plus qu'un. Là, on parle de type radio. Donc, ici, si je copie ça, même là, donc type radio, donc name, par exemple, je mets sexe, je reprends ici sexe, je mets ici aussi radio, et puis je mets fille, garçon, donc à l'affichage, donc on a F ou G, de telle sorte que c'est l'un ou l'autre. Ouais, quand tu coches l'autre. Donc, quand tu coches un, il désactive directement l'autre. Automatiquement l'autre. Donc, ceci est possible parce que on met la même valeur pour les deux attributs name dans les deux options, mais dans les options. Ok. Tu vois que lundi, mardi, là, j'ai changé les names. Mais pour ces deux, la partie radio, je mets le même name parce que ce qui est sûr, l'idée derrière, c'est qu'on a besoin d'une seule valeur. Oui. Donc, même si tu coches l'autre, tu coches l'autre, c'est ce que tu as coché en dernière position, nous on a besoin de recevoir, on s'en fout de tout ce que tu as coché. Donc, on met le même name des deux côtés, ou bien dans les N parties. Maintenant, le bouton d'envoi. Donc, si tout ça là, c'est fini, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un bouton d'envoi où on va cliquer pour envoyer. Donc, type Submit. Submit. Donc, on enlève ceci. Ici, envoi. Et puis ici, le value. Bah, moi, je vais mettre envoyer ou bien enregistrer. Donc, c'est le value là qui sera comme un bouton d'envoi. Vous voyez, j'ai cliqué sur envoyer. Qu'est-ce que ça fait? Impossible d'accéder à votre fichier. Vous voyez, automatiquement, il a essayé de chercher le fichier traitement.php que j'ai renseigné ici. Oui. Donc, comme ça fonctionne. Normalement, il devrait aller sur le fichier là et dans ce fichier, on recueille les informations pour le traitement avant de les envoyer dans la base de données. Donc, on va comprendre tout ça quand on sera avec le PHP. Ok, d'accord. Maintenant, les boutons, par exemple, si tu veux automatiquement remettre à 0 tous les champs de ton formulaire, par exemple, alors on utilise le type reset. Donc ici, on met type reset. Et là, je vais mettre value.
on va mettre annuler. Voilà. Donc, si tout est rempli, par exemple, je choisis la semaine, tout est maintenant, quand je clique sur annuler, vous voyez que ça a enlevé les valeurs que j'avais saisies. Oui, oui. Donc, si je mets par exemple à ballot, ici je mets une semaine, je coche un champ, et quand il fait annuler, ça enlève tout. Ceci parce que ce sont des valeurs par défaut qu'on a mis dedans. Oui, oui. Ça ne les enlève pas. Donc, c'est ça le rôle de reset. Maintenant, les boutons. Bon, les boutons, ça, c'est les choses génériques qui n'ont pas, en fait, une action spécifique à faire comme les autres. Donc, c'est à nous-mêmes, peut-être, de contrôler ce type de données-là par des actions JavaScript. Donc, il n'y a rien plutôt à tester. Donc, c'est un bouton, vous mettez comme ça. Et si vous voulez, vous faites la programmation avec le JavaScript et vous le dites exactement comment il va réagir quand quelqu'un va cliquer sur ça. Donc, c'est pour ça même on a mis no action là. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de comportement par défaut lié à ce type-là. Maintenant, vous pouvez tout simplement aussi utiliser une image sous forme de bouton. Donc, ça, c'est question de design. Donc, quelqu'un vient, il clique sur le bouton au lieu d'avoir un bouton simplement comme ça, envoyé. Vous en placez lieu, vous mettez go, ou bien vous faites un bon design, vous écrivez enregistrer dans le design et vous l'utilisez ici. Mais il faut savoir associer des actions derrière parce que pris simplement comme ça n'a pas d'effet par défaut. Le hidden, ou bon, ça dépend de comment chacun va le prononcer. Ça, c'est des champs cachés. Donc, les données, en fait, ne sont pas visibles à l'utilisateur. Donc, quand vous allez venir sur le formulaire, vous n'allez pas voir qu'il y a un champ, en fait. Donc, si c'est le nom, prénom, email qu'on vous a demandé, c'est ça seulement que vous allez voir. Mais ce champ-là, lui, il est caché. Donc, c'est en fait pour l'utilisation du programmeur, peut-être que vous allez recevoir les données de session de l'utilisateur. Voilà, donc c'est juste pour en fait un contrôle spécifique. Ça ne sert qu'aux développeurs en fait. Donc l'utilisateur n'a rien à faire avec ça et ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Donc tout ce qu'on est en train de voir, c'est dans l'optique qu'en face d'un problème, vous allez savoir exactement ce dont vous avez besoin pour faire le travail. Ce n'est pas tout qu'on aura utilisé dans tous les projets. Donc, certainement aussi, quand nous aussi on sera sur notre projet, on va utiliser l'essentiel des choses qu'on a vues afin de les mettre en pratique. Donc, c'est dans PHP qu'on pourra réellement voir son utilité. Même si vous testez dans le bac, le champ ne sera pas. Donc, le hidden même, ça veut dire ce que ça veut dire, ou bien c'est caché, ça veut dire caché. Vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Donc, le hidden en soi-même dit déjà caché. Le hidden, non, ou bien hide. Hidden type, moi, il n'y a pas de type ici. Type, ça veut dire caché, oui, oui. Voilà. Donc, ce n'est pas visible. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, l'envoi de fichiers. Donc, type file, name, file, send, ça c'est chose. Donc, si par exemple, vous voulez que les gens, par exemple, puissent envoyer, attacher des fichiers à votre formulaire pour envoyer, par exemple, alors vous utilisez le type file. D'accord? Donc, choisis. Qu'est-ce que je fais là? Ok, je vais mettre là-bas.
voyez que il met choisir un fichier. Donc, vous cliquez sur ça simplement. Vous cherchez votre fichier à choisir sur votre... Et puis là, il a mis là-bas. Donc, actuellement, on n'a pas mis une formule derrière pour recueillir la donnée, la traiter. Donc, rien ne se passe. Donc, avec PHP, maintenant, on va recevoir ça et puis traiter ça. Toujours avec les boutons. Normalement, on a déjà vu bouton où on a très bien dit que ça ne sert pas à grand chose. Donc, c'est la même chose ici aussi. Mais à la différence que c'est maintenant en balise pair. Donc, vous utilisez balise pair button et à l'intérieur, vous mettez une image qui permet maintenant de dessiner. Donc, c'est toujours pour le design. Hein. Donc, tout ce qu'on a vu, c'est largement suffisant. Mais si vous voulez quelque chose de plus bon à regarder pour augmenter l'expérience utilisateur, là, vous utilisez un bouton carrément. C'est bon. Donc, bon, ça ne fait pas grand-chose. Mais ici, il y a déjà le type qui est associé à la balise button. Voilà. Donc, ici, bon, je n'ai pas une image à associer comme ça. Mais on n'a pas... Bon, on va juste mettre le name. On va juste test. Je vais mettre type normal submit. C'est pas normal quand même. Il y a un bouton submit. Enregistrer. Bon. Dans normal, les boutons, tu vois que ça ne fait pas, ça n'affiche pas. Donc, il faut maintenant mettre une balise à l'intérieur qui va représenter la donnée. Voilà. Donc, il y a aussi la possibilité d'avoir ça en balise impaire, c'est-à-dire en balise orpheline. Donc, premièrement, j'avais mis double comme ça. Là, en ce moment, je devais pouvoir mettre IMG et puis mettre une image qui va représenter mon bouton. Et quand on clique sur ça, l'événement cliqué là, d'accord, sera appelé via le type submit ici. Mais si, comme moi, je n'ai pas d'image à mettre, je transforme ça en une balise orpheline que je ferme en même temps. Là, j'ai un bouton. Bon, ils se sont superposés. Voilà, bon, je vois que l'autre, celui-ci, le bouton, il est venu se placer. Non, celui-là plutôt, il est venu se placer à l'intérieur de celui-ci. Donc, voilà. Donc, la bonne utilisation qu'il faut en faire, c'est qu'il faut forcément utiliser une balise à l'intérieur, comme ça. Puis, par exemple, au lieu de mettre celui-ci là, je mets ma valeur à l'intérieur, tout simplement. Et à la ligne. Maintenant, si j'en fais une bonne utilisation, voilà. Maintenant, si je ne veux pas avoir enregistré là tout court, là, j'ajoute là une image pour aller bien afficher mon bouton. C'est bon? Oui, oui. Donc, en grosso modo, le button, c'est en fait le derrière. Tu vois? Oui. Tout ceci là, tout le blanc qui est derrière là, c'est le button ça.
le envoyé là, c'est lui qui a, on a écrit envoyé qui est là, c'est ça qui est sur ça. Maintenant, l'image là, c'est elle, ça. Vous avez compris? Oui, oui. Donc ici, regardez mon bouton enregistrer. Il est où là? Voilà, ici. Enregistrer, c'est lui ça. Maintenant, si je mets l'image là, l'image là va venir se retrouver là-bas. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, les options comme les listes déroulantes avec les options. Donc, vous avez un choix comme ça, une liste déroulante où vous allez choisir les éléments. Donc, les options aussi peuvent être regroupées en groupe. Dans ces éléments-là. Dans Ouais, ces ouais. cas. Donc, les opt groups sont les options de groupe et dans les options de groupe, on a des valeurs à choisir. Si par exemple, on veut faire une liste des villes du Togo, mais on veut que quand l'utilisateur vient, il veut choisir une ville qu'il connaisse d'abord la région dans laquelle la ville se retrouve. Donc, quand il va cliquer, par exemple, on aura en dessous, dans le noir là, oui. on aura la région Savane et en bas de la région Savane, on a la liste des villes de la région de Savane. Et ici, région de la Cara. Après, on a la liste des villes de la région de Cara, ainsi de suite. Donc, c'est ça les opt groups là. Et tout ceci, c'est toujours et toujours dans notre valise forme. C'est bon? Tout ça, c'est toujours dans forme. Toujours dans forme. Donc, les opt groups, par exemple, là, je mets le opt group. Ici, je vais mettre label. Je vais mettre région. Quelle région à prendre? Para. Et dedans, maintenant, je vais mettre les options. Il y a la ville de Para même. On a quelle ville encore là-bas là? Koketao, c'est une ville. Oui, oui. On a quelle ville encore là? Comment il s'appelle? Merde. La Macara. Ouais, c'est ça, Cara même, j'ai mis là-bas. Ketao, Akara, bon, il y a Bassar, Bafilo. Ah, bon, ok. Ça aussi, c'est des choses à apprendre aussi. Ouais, vraiment, on a oublié tout ça là. Donc, quand on vient, tu vois que quand tu cliques, il y a Cara qui est en haut, là-bas, et puis il y a la liste en bas. Donc, on va ajouter un autre. On va mettre Plateau. Et dedans, il y a les villes de Plateau. Ça, c'est pas mon problème, les villes. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir que vous avez le choix sur les villes, mais vous ne pouvez pas choisir les régions. Ouais. Oui, oui, les régions. Ok. Voilà, donc ça, vous ne pouvez pas choisir. Donc, c'est ça, les opt groups. Et à l'intérieur des opt groups, on a les options. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas. Maintenant, les values, c'est des valeurs que vous allez associer à chaque option affichée. Donc, on va utiliser. Les valeurs là, c'est bon, la valeur. Si on prend en termes des villes que nous avons mis, les valeurs là, c'est quoi on peut leur mettre? Non, les values, en fait, c'est des codes. C'est des codes qu'il faut mettre pour pouvoir faire le traitement derrière. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient choisir, par exemple, ici, je mets value, je vais mettre KA. Donc, au fait, ça devient comme au fait des idées. Voilà, en quelque sorte. Value, BA. Comme ça, derrière,
quand quelqu'un choisit Cara, en fait, moi, je vais juste faire un contrôle. Dès que je reçois la valeur KA, je sais que c'est Cara qui est choisi. Voilà. Quand je vois KE comme valeur reçue dans le traitement, je sais que c'est Ketao. Quand c'est BA, c'est Bafil. Donc, à chacun, la valeur qu'il va spécifier pour référencer. Dis-moi maintenant, si au lieu de value, on met ID, ça marchera aussi? Les ID là, Oui. leur valeur s'arrête simplement dans l'affichage de la donnée sur la page. Les valeurs contenues dans l'identifiant, dans ID de HTML là, ne va pas dans un langage intelligent. Ah, ok. Avec value, maintenant, on pourra recevoir ces données-là. Okay. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah. Maintenant, là, on va parler des étiquettes, les labels. Donc, jusqu'ici, ce qu'on a fait, par exemple, ici, on voit un champ, en fait, on ne sait à quoi le champ là est réservé à quoi. Celui-ci est réservé à quoi, celui-ci est réservé à quoi, ainsi de suite. Donc, il faut mettre des étiquettes sur les champs. Donc, pour mettre les étiquettes sur les champs, on a la balise label. D'accord? Qui est une balise paire. Donc, vous l'ouvrez, vous la fermez. On a des façons d'utiliser cette balise. La première utilisation, c'est d'ouvrir la balise label là et avant de mettre input à l'intérieur. Ce qui est une mauvaise utilisation, pas trop recommandée. Mais ce qu'il faut utiliser, ou on utilise en général, c'est ceci. Vous mettez input et vous mettez son label, ou vous mettez le label, vous mettez son input après. Donc, l'un ou l'autre. Donc, à supposer que mon premier champ là, ça correspond, je vais dire à l'utilisateur de saisir son nom d'utilisateur. C'est bon? Ou bien son nom. Donc, je vais mettre nom là-bas. Maintenant, il faut bien remarquer que dans le label, on a un attribut fort qui a la même valeur que l'attribut ID de la balise input. Très obligatoire. Donc, c'est ça qui fait qu'un label reconnaît à quel champ il est rattaché. Ici, je vais mettre fort, par exemple, le nom. Et donc, je reviens dans ce input. Je mets ID aussi. Et je mets nom. Donc là, quand on vient actualiser, on voit le nom là-bas. Oui. Maintenant, quand je clique sur le nom, vous allez voir que le curseur commence par clignoter dans le champ en même temps. Il donne la main pour saisir. Il donne la main pour saisir. Donc, c'est le rôle de... C'est le rôle que joue exactement le ID et le for. ID et le for. Donc, dès que vous voyez le label et le input, il faut savoir que le ID dans le input et le for dans le label est obligatoire. Sinon, les labels ne vont pas reconnaître leur champ correspondant. Donc ici, bon, on va faire du copier-coller. Donc, je mets ici, je mets for semaine, je mets SEM tout court, peut-être, et puis je mets ID ici et je mets la même chose. Donc, je dis semaine. Donc, quand j'actualise, il est là. Donc, automatiquement, il choisit le champ. Donc, ce qui veut dire ici, là, tu as la possibilité entre saisir et choisir. Ouais. Vous cliquez et puis ça vous choisit. Non, je parle au niveau de semaine. Ouais. Quoi, saisir avec le clavier? Ouais, tu as la possibilité de saisir avec le clavier ou de choisir avec le calendrier. Non, c'est choisi avec le calendrier.
Parce que là où tu as mis actuellement le curseur, ça a marqué au bleu là. Je peux saisir le clavier. Non, non, quand tu saisis, ça n'écrit pas. Ah. Mais un instant, je vais voir. Parce que, un instant. Parce que souvent, les calendriers, il peut t'amener parfois à saisir au clavier ou à choisir au calendrier. Ce que je veux dire, parce que, attends, ouais. Bon. Ok, très bien. Ah ouais, c'est bon. Ouais, tu as raison, c'est bon. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, si je mets par exemple 26e semaine, 26, un instant, 2021. Voilà, c'est bon. Oui. Bon, donc, parce qu'ici, on a deux choix. Le calendrier que j'utilise personnellement, donc. Sinon, il y a plein d'outils qui proposent des calendriers bien évolués. Oui. Voilà, bien designés. Donc, ça dépendra. Parce que ce qu'on est en train d'afficher ici, ce n'est pas sûr que ça marchera sous un autre navigateur qui n'est comme Firefox ou Opera. Mais Google Chrome, il est toujours à jour. Oui. Ce qui fait que les choses s'affichent correctement chez lui. Voilà. Donc, c'est ça qui fait que forcément, quand on finit un projet, on teste sur beaucoup d'autres navigateurs les plus utilisés. Donc, ici, un instant. Bon, on va pas te mettre à tester. Donc, ok, très bien, merci beaucoup. Hein. Ok. Voilà, maintenant, les zones de test multilignes. Voilà, donc si vous voulez avoir un grand champ de saisie, là, vous allez utiliser le test ARIA. Genre, au fait, là-bas, c'est pour genre faire des commentaires, n'est-ce pas? Commentaires, ou bien quelqu'un veut vous écrire sur votre plateforme, il y a un espace où on peut vous envoyer un email. Donc, quelqu'un va rédiger son test là-bas pour vous contacter. Genre, le système de rédaction de tests au niveau de parfois TeamViewer et les trucs là, non? TeamViewer, hein? Oui, quand parfois, bon, tu es là, tu veux même ouvrir une page de saisie pour que vous puissiez communiquer directement. Bon, il faut prendre ça. Bon, d'accord, donc on continue. Sur une plateforme, quelqu'un veut vous contacter. Il met son nom, son prénom, son adresse mail et puis le test A qui doit vous envoyer. Là où il doit saisir ce test-là. Ok. Si on prend IPNet par exemple, contact ici. Voilà. Oui, je vois. Voilà. Là, vous allez saisir exactement les informations. Donc, c'est un test ARIA. Voilà, donc le calls et le rows. Donc, le calls permet de donner la hauteur de la zone de test. Et puis, le rows. Ah, je dis quoi même? Le calls permet de donner la longueur de la zone de test. Et le rows permet de donner la hauteur. D'accord, on va mettre un ici. Test ARIA. Voilà. Donc, si je mets calls 10, là, on verra que, voilà, c'est lui ça. Donc, il faut me faire des BR pour revenir. Oh, c'est où je l'ai mis?
Très bien. Donc, vous voyez que quand j'ai mis le course, ça augmente. Le BR là. Oui. Le BR. Oui. Tu n'as pas la barre de slash là. Ah, ceci, non? Non, avant BR. Quelle barre, ça? Ici? Oui. Non, mais BR, c'est une balise orpheline ou bien? Ouais, ouais. Mais il n'y a pas slash BR ou bien on n'a pas slash BR. Ah, bien là, il a quoi? Ah, hein. Comme ceci, non? Oui. Ah, c'est notre HTML. Donc, comme on l'a toujours dit, Ouais. plein de choses fonctionnent, mais Ça cela ne veut fonctionne. pas dire forcément que. Ok. Donc, quand j'utilise l'auto-complétion de l'éditeur, lui, il ne le met pas. Bon, tant que ça fonctionne, bon, moi, j'avance. Mais s'il faut l'écrire manuellement, bon. Il t'affiche ça automatiquement. Ah, voilà, tu as tout compris. Donc, ok. Quand je l'amène là-bas aussi, c'est bon aussi. Voilà. Donc, le course permet de d'augmenter la longueur et puis le rose permet aussi d'augmenter la hauteur. Voilà, donc ça c'est la hauteur de champ de saisie. Bon, maintenant, on est tombé sur les filtres et les gens. Bon, ça c'est une question de mise en page et de beauté. Hein. Oui. C'est juste un ajout. Normalement, on a déjà vu tout ça. Donc ici, si vous voulez avoir une représentation plus esthétique de vos champs, par exemple ceci. Donc vous écrivez le fil 7 et à l'intérieur, vous avez légende. Donc ce qui est légende là, c'est ça qui s'affiche ici là. Le reste, vous avez le label, le input, comme tout ce qu'on a déjà vu précédemment. Donc le reste reste tel quel. Il n'y a rien qui change en tant que tel. C'est bon? Oui, ça va. Ok, donc, bon, là, on a parcouru, grosso modo, les éléments essentiels, mais les balises essentielles pour les formulaires. Donc, dans la pratique, certainement qu'on verra d'autres. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Non, aucune pour l'instant, à moins que moi, faut que j'aille, moi aussi, essayer d'aller taper et te revenir. Voilà. Ce qu'il y en aura. Là, il y en aura. Il faut que j'aille taper. Quand j'aurai des difficultés, je te les soumettrai. Très bien. Donc, notre exercice maintenant va évoluer. Voilà. Voilà. Donc, créer une nouvelle page nommée contact.html pour reproduire la forme suivante. Ajoutez un lien dans votre CV maintenant vers ce formulaire. Donc, vous allez mettre un lien quelque part où vous allez écrire contactez-moi. Et là, ça vous amène sur cette page-là. Ok. Bon, les vidéos, on va voir comment insérer une vidéo ou un fichier audio. Donc, dans le temps, pour lire une vidéo, on te demande d'installer les plugins comme Flash avant de lire les vidéos. Donc, ça veut dire qu'à ce moment, il n'y avait pas de balises qui prenaient en charge
insertion, bien la lecture automatique des vidéos. Donc, ces derniers moments, depuis, bon, déjà 10 ans, on peut dire ça, hein. Il n'y a plus ces genres de dérangements. Vous avez connu ça, non? Oui, oui. Quand on veut lire une vidéo, on dit installer quel plugin Oui, installé, oui. pour pouvoir lire la vidéo. Mais à partir d'un certain moment, il n'y a plus tout ça. Voilà, donc on peut maintenant directement insérer une vidéo ou bien un fichier audio directement dans notre plateforme. Bon, personnellement, je n'ai pas des fichiers audio, hein, mais j'ai une vidéo quand même qu'on va tester. Il n'y a pas de différence. D'accord? Donc maintenant, pour les audios, si on veut insérer un audio, il faut juste utiliser la balise audio. Oui, oui. Donc, dans la balise audio maintenant, vous allez spécifier le chemin vers le fichier à lire. C'est bon? Oui, oui. Donc, et maintenant, vous ajoutez obligatoirement l'attribut controls qui permet de faire de prendre le contrôle, genre de play, stop, augmenter le volume, tout ça là. Voilà, c'est ça qui ajoute tous ces éléments de contrôle. Voilà. Donc, maintenant, quand c'est une vidéo, bon, il y a encore notre SRC. Mais ce qui est écrit en bas là, your bro, down spot the HTML5 video elements. Ouais. Au cas où la vidéo n'arrive pas à s'ouvrir, c'est ce qui va s'afficher, ça. C'est bon? Oui, ça va. Voilà. Maintenant, le poster, c'est quoi? C'est l'image de garde. Avant que la vidéo ne commence par jouer, oui. L'image qui sera là quand quelqu'un se rend sur votre plateforme. Et maintenant, le contrôle joue toujours le même rôle pour avoir les outils de contrôle de la vidéo. Bon, je pense qu'au moins, j'ai une vidéo. Bon, ça, vous l'avez déjà testé, non? Oui. Donc, pas la peine de se déranger. Maintenant, on a aussi d'autres attributs. Dans la balise vidéo, preload, autoplay, controls et puis loop. Donc preload, c'est pour charger la vidéo avant de la lire. Ok. L'exemple très simple sur YouTube, quand vous allez, c'est en train de charger et c'est en train de lire en même temps. Bon, vous pouvez dire quand quelqu'un vient, il faut que ça charge complètement avant de. Maintenant, autoplay, c'est de sorte que quand quelqu'un vient sur la plateforme automatiquement, la vidéo commence par jouer. Comme controls, on comprend déjà. Et loop, ça c'est pour jouer non-stop. Quand ça finit, ça recommence. Ouais, ok. Voilà. L'élément source permet de spécifier plusieurs sources de médias. Donc, permet ainsi au navigateur de choisir sa meilleure source. Bon, vous allez voir qu'en général, c'est rare quand même de voir, ça existe, de voir les plateformes qui mettent directement les audios
sur leur plateforme directement. C'est des liens que nous mettons. Oui, oui. La vidéo même est sur YouTube et on met le lien dans notre plateforme pour que quand quelqu'un clique, ça va lire là-bas. Mais si c'est un contenu en vente, comme si sur Udemy ou bien Alform par exemple, bon, pour voir, je pense que ça serait mieux à ce moment de mettre les vidéos directement sur la plateforme. Ici, voilà. Donc, les sons, on peut avoir plusieurs formats, MP3, OGG, il y a l'autre format là. Comment on l'appelle? Bon, il y a plusieurs formats pour les audios, les formats pour les téléphones. Donc, vous pouvez charger tous ces formats avec l'attribut source, de sorte que quand quelqu'un vient sur la plateforme, l'outil qu'il utilise pour naviguer là, si c'est un navigateur, pour que le navigateur choisisse le format qu'il reconnaît. Donc, il n'y a pas de question, n'est-ce pas? Non, pas pour le moment. Bon, là, c'est là se termine l'ensemble des éléments nécessaires, bien de base, les balises de base qu'on devrait parcourir. Maintenant, on va passer le bon moment maintenant avec le CSS.